Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Coup d'envoi. On est maintenant dans l'épisode 3 et notre invité spécial c'est Monsieur Reda Agouram. Bienvenue. Merci. Aujourd'hui notre discussion on va commencer par un petit jeu brise-glace. Chacun va se présenter, va dire son nom. Après ça on va dire quelle était votre première impression sur le foot. La première fois que vous avez joué au foot, c'était comment vous avez connu ce sport? La première fois que j'ai été en contact avec le foot, c'était, je regardais la Coupe du Monde 94. Le Brésil jouait et j'étais juste fasciné par leur qualité sur le terrain, leur joga bonito, leur joie de vivre sur le terrain. Cool. Et j'avais 4 ans, 5 ans à ce moment-là et c'est vraiment une des premières fois. Et je me rappelle, après, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire pour jouer au foot. Donc, c'était ça ma première impression du foot, ouais. Cool. Chez moi, ça a commencé tout d'abord. J'étais dans mon village. Pendant l'été, à chaque fois, on mangeait avec nos grands-parents puis tout. Après ça, on avait comme une petite équipe. Ok, on se divisait en deux. On avait comme un petit terrain proche de chez nous. On faisait des équipes, on s'améliorait puis tout. À chaque fois, on jouait. Et là, jusqu'à la fin, quand j'avais eu, je pense, 10 ans, 11 ans, j'avais commencé à connaître la Ligue des Champions. Et là, c'était trop bien. J'ai commencé à aimer en premier le Barça parce que c'était une équipe où il y avait Messi, Suarez, Neymar. J'aimais beaucoup ce trio, surtout les dribbles de Neymar, comment Messi il driblait. Voilà. Et là, depuis, j'ai commencé à suivre le foot et même jusqu'à maintenant, je suis encore fan du foot. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, notre discussion majoritaire va porter sur le Ballon d'Or. On va commencer tout d'abord par parler du gagnant, discuter un peu si vous êtes d'accord, pas d'accord. Après ça, on va parler des critères pour gagner le Ballon d'Or, si la personne les avait bien respectés lors de la saison. On va parler d'un tableau de comparaison entre Rodri et Vinicius, les deux personnes compétitifs. On va parler par exemple des buts qu'ils ont fait, quels sont les trophées qu'ils ont gagnés lors de la saison. Et finalement, on va parler des votes du Ballon d'Or, comment ça procède pour choisir le gagnant du Ballon d'Or. Et à la fin, on aura une petite discussion ensemble. Donc tout d'abord, commençons par le top 10 du Ballon d'Or, c'est Harry Kane, le joueur anglais qui a eu une très bonne saison mais qui a jamais gagné des trophées, malheureusement. On a Toni Kroos comme 9e place, Lamine Yamal, le jeune de 17 ans exceptionnel, en 8e place. En 7e place, on a Lautaro Martinez, l'Argentin. On a en 6e place Kylian Mbappé. En 5e place, on a Erling Haaland, le joueur norvège. En 4e place, on a Dani Carvajal qui a gagné l'Euro, qui a gagné la Ligue des Champions, qui a très bien perfectionné lors de l'Euro. En 3e place, on a Bellingham qui a gagné la Ligue des Champions. En 2e place, on a Vinicius Junior, un jeune âgé de 24 ans. Et en première place, le gagnant c'est Rodri, le jeune de Man City, âgé de 28 ans. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, et pourquoi? Personnellement, je suis d'accord avec le choix de Rodri. En fait, c'est qu'à ce niveau-là, l'un comme l'autre, ça aurait pu passer. Parce que les deux, ils ont eu de vraiment belles saisons. Mais c'est sûr que beaucoup de gens vont plus aller vers Vinicius facilement, vont plus dire c'était Vinicius parce qu'il a été spectaculaire, il a marqué des buts, il a gagné des trophées aussi. Mais Rodri, je pense que l'impact qu'il a sur son équipe, c'est juste impressionnant, l'impact qu'il a sur le terrain. Quand il n'est pas là, Manchester City, c'est une équipe complètement différente. Ouais, voilà, qu'est-ce qu'on parle? Surtout l'Espagne, c'est la même chose. C'est vraiment le cœur des deux équipes. Et s'il n'est pas là, l'équipe baisse d'un niveau. On le voit dans les matchs où il n'était pas présent. Personnellement, je pense que Rodri le mérite. Je pense que Vinicius l'aurait mérité aussi. C'est pas une décision qui est scandaleuse. Je dis pas que c'est un mauvais choix quoi que ce soit. Non, je pense que les deux le méritent et le choix de Rodri pour moi j'ai rien de négatif sur ce choix là non plus. Vinicius, il a quand même, je suis d'accord qu'il a gagné la Ligue des Champions, mais pour ce que je trouve qui est pas vraiment égal, il est arrivé juste au quart de finale dans la Copa América. Il a marqué un seul but dans la Copa América. Et par contre, Rodri, il a gagné l'Euro, pas juste dans la finale. Il a marqué quand même 2 buts et il a vraiment bien perfectionné. Donc tout d'abord, c'est les performances individuelles
et les caractères décisifs et impressionnants. Comme on peut voir si la personne, s'il gagne, supposons la Ligue des Champions, est-ce qu'il a juste gagné, il a rien fait, est-ce qu'il a mené son équipe à la finale? Vous trouvez que Rodri, dans l'Euro, et dans la Ligue des Champions, et Vinicius, est-ce qu'ils ont bien joué lors des matchs? Bah, 100%, les deux, ils ont été performants. Vinicius, c'est un rôle différent de celui de Rodri. C'est lui qui fait gagner l'équipe, c'est lui qui marque, c'est lui qui fait la différence. Donc on le voit beaucoup plus. Quand il marque, on le remarque beaucoup plus dans les stats et tout. Alors que Rodri, c'est vraiment il est dans le cœur du jeu. L'équipe fonctionne grâce à lui. Il est important défensivement, il est important offensivement, il balance l'équipe. Je pense que son poids sur l'équipe est vraiment impressionnant. Cool. Donc, c'est très difficile de quantifier. Je pense qu'à ce niveau-là, personnellement, je ne suis pas dans d'avis de trancher clairement, à part si c'est, par exemple, un Messi qui a marqué 92 buts ou des trucs comme ça. Là, il n'y a même pas de débat. Mais sur ces deux-là, personnellement, je pense que ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Et il n'y a pas de scandale, que ce soit Vinicius ou Rodri. Je pense que les deux apportent beaucoup à leur équipe. Les deux ont fait la différence et sont très, très importants pour leur équipe respective. Ouais. On va parler des buts marqués et des passes décisives faites après. Le deuxième aspect, c'est l'aspect collectif et les trophées remportés. On peut savoir que Rodri, il a gagné le Euro, comme on vient de dire. Il a mené son équipe, etc. Maintenant, je pense que selon moi, c'est l'aspect qui a fait en sorte que Rodri a gagné le Ballon d'Or. C'est la classe et le fair play. On sait que Rodri, pendant cette saison, pas juste cette saison en fait, depuis qu'il a commencé le foot, il enlève, je pense, un 50% de son salaire pour donner à la charité. Il a une charité faite à son nom. Il donne de l'argent à celle-là pour aider les jeunes enfants, soit au foot, soit à l'école, vraiment dans tout. Mais par contre, que Vinicius, on sait qu'il a eu quelques problèmes lors de ses matchs. Il y avait des personnes qui criaient sur lui. Il y avait peut-être des problèmes de racisme. Et lui, il ne prenait pas ça comme quelque chose de simple pour enlever les problèmes à part. Il voulait, il criait sur ses fans. Et on sait qu'à ce moment-là, il a vraiment perdu quelque chose. Et voilà. Maintenant, si on veut comparer entre Rodri et Vinicius, on sait que Rodri, il a gagné la Première Ligue. Pour Vinicius, il a gagné la Liga. Maintenant, les contributions, désolé. Rodri, il a fait 8 buts et 9 passes décisives dans 34 matchs. Et Vinicius, il a fait 15 buts et 5 passes décisives dans 26 matchs. Maintenant, pour la Ligue des Champions, je sais que Rodri, il est arrivé à la quart de finale dans la Ligue des Champions avec 1 but et 2 passes. Et par contre, Vinicius, il a mieux joué dans la Ligue des Champions. Il a marqué 8 buts, 5 passes en 10 matchs et ils sont les gagnants. Pour la Copa América, on a déjà parlé de Vinicius, il est rendu au quart de finale. Et dans le Euro, quand le Euro il est fini, ils ont donné comme un reward, un prix pour les 11 meilleurs joueurs. On sait que Rodri, il a gagné le Euro et il a été parmi ces 11 joueurs. Et par rapport à Man City, Rodri, il a marqué 9 buts, 13 passes décisives et 4024 passes réussies. Par contre, dans Real Madrid, Vinicius, il a mis 24 buts, 10 passes D et 101 dribbles réussis. Donc voilà une petite comparaison entre les deux. Je vais vous parler un peu du vote du Ballon d'Or, comment ça se passe, et j'aurai une petite question pour vous à la fin. On sait que le Ballon d'Or de France Football, ils choisissent les top 100, les 100 meilleurs journalistes de tous les pays dans le monde. Maintenant, ces journalistes, ils reçoivent une liste de 30 joueurs, les 30 joueurs qui ont le mieux performé lors de la saison, et on leur donne un tableau, ok? Le premier joueur avec 5 joueurs. S'ils mettent, supposons, je donne un exemple, Rodri en première place, il gagne 6 points. Vinicius deuxième place, 4 points. Maintenant, je vais vous donner la liste des 10 meilleurs joueurs que moi j'ai écrit ici, ok? Et je vais vous demander de placer, selon vous, c'est quoi le premier, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ok. Donc, sur les 10 joueurs qu'il y a là, je dois choisir le top 5, c'est ça? Oui. 1 comme le meilleur et 5 comme le pire. Le meilleur, je vais mettre Vinicius. Je vais mettre Rodri. Oui. Le numéro 1, Rodri. Deuxième, Vinicius. Troisième, je vais probablement mettre Lamine Yamal. Parce que c'est vrai que Bellingham a eu une belle saison. Dani Carvajal aussi. Mais
ce qu'il fait à son âge, c'est juste incroyable. Ça, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que d'après les ans d'expérience que Bellingham et Carvalho ils sont, comparé à l'expérience d'année que Lamine Yamal il a, il joue quand même au même niveau que eux avec juste 2 ans d'expérience professionnelle. Exactement, et la différence qu'il a été capable de faire dans l'Euro, c'était impressionnant, et même au Barça. Exactement. Donc je mettrais Lamine Yamal 3e, je mettrais Bellingham 4e, et je mettrais Haaland 5e. Cool, merci. Et bien évidemment, lors des votes des journalistes, Rodri, c'est la personne qui a eu le plus de points. On va parler un peu, si vous pouvez nous parler de qu'est-ce que en ce moment vous faites dans la vie. Après, maintenant, je pense que vous avez votre retraite, c'est ça? Après votre retraite, c'est quoi que vous faites? Comment vous continuez à faire comment vous fonctionnez dans la vie? Est-ce que vous avez une routine de foot? Est-ce que vous s'est enlevé de votre vie? Vous parlez? Aujourd'hui, je joue plus professionnellement. Ça fait quelques années maintenant. Je ne joue plus non plus pour le plaisir parce que j'ai une blessure au genou qui n'a pas encore guéri. Je ne suis pas encore prêt à rejouer, même pour le plaisir. Mais au niveau de mon quotidien, en fait, j'ai plusieurs métiers. Le premier, c'est que je suis courtier immobilier, donc je suis dans le domaine de l'immobilier. Cool. Je fais aussi des conférences dans des écoles, dans des entreprises aussi, pour partager un peu mon parcours, partager certaines leçons de vie que j'ai apprises pendant ce parcours-là dans le monde professionnel du soccer. Et donc voilà, c'est ça. C'est à peu près ça qui prend la majorité de mon temps. Aussi, j'ai une vie de famille qui me permet d'avoir des journées bien remplies. Cool. Maintenant, le moment de la question que je demande à tous mes invités. Lors de votre carrière, c'était quoi le joueur, un des meilleurs joueurs, peut-être du côté populaire, du côté performant, c'était quoi le meilleur joueur que vous avez joué contre? Et si vous en avez plusieurs, nommez-les-moi. Le meilleur joueur, c'est sans aucun doute Ronaldinho. C'est le meilleur joueur contre qui j'ai joué. C'était un joueur qui était extrêmement impressionnant sur évidemment la qualité technique qu'il avait, imprévisible. C'est un joueur qui est extrêmement imprévisible. Et c'est juste comment il se tenait sur le terrain, sa facilité à jouer, à contrôler le ballon, à faire le jeu, c'était impressionnant. Il y a aussi eu Thierry Henry. Lui aussi, c'était un joueur qui était vraiment impressionnant. L'éclair. Extrêmement rapide, évidemment, mais surtout technique, intelligent dans le jeu. Souvent, il prenait des bonnes décisions. On voit qu'il était vraiment au-dessus de tout le monde. Il y a eu d'autres joueurs. Pato, par exemple. Lui, il était vraiment à son prime quand on avait joué contre. Il était extrêmement rapide. C'était probablement le joueur le plus rapide que j'ai vu devant moi. Son accélération, c'était vraiment impressionnant. Seedorf, aussi, physiquement, lui aussi, il était très, très impressionnant. Dans le jeu, ils étaient vraiment à un niveau vraiment au-dessus parce il n'y a pas de joueur parfait, mais ils se rapprochaient de la perfection dans leur qualité de passe, dans leur décision sur le match. C'était ça qui ressortait, ouais. Cool. Maintenant, donc en fait, si je me trompe pas, vous m'avez dit Ronaldinho, Thierry Henry, Seedorf et eux tous. En fait, si je me trompe pas, c'est AC Milan en prime, c'est ça? Ouais, c'était exactement. AC Milan et Thierry Henry, c'était contre New York Red Bulls quand il était à New York. Cool. Donc maintenant, je vais vous demander, vous étiez à quelle position? Attaquant, donc c'était qui le gardien que vous étiez en train de jouer contre? Dida. Contre l'AC Milan, c'était Dida qui avait, ouais. Il était fort? Très fort, ouais. C'est sûr, oui, c'est un des meilleurs gardiens de l'histoire. Cool. Il a marqué l'histoire de l'AC Milan, du Brésil aussi. Donc, Dida, c'était quelque chose aussi. Cool. Maintenant, si on parle de votre carrière, les équipes que vous avez jouées à l'intérieur, vous avez commencé en 2003 jusqu'à 2005. Vous avez joué avec AS Pointe-aux-Trembles, c'est ça? De 2006 jusqu'à 2007, vous avez joué avec Saint-Donat SC. Et en 2008, pour finir, vous avez joué avec Montréal Concordia. Exact. Vous avez été dans l'équipe de Canada U20 en 2009. En 2011, avec Canada U3. U23. U23. Ouais. Donc, voilà. On avait eu une petite discussion sur votre carrière. Maintenant, si on parle un peu des réseaux sociaux. Ok. Si on veut parler, en fait, de l'effet que les réseaux sociaux peuvent faire sur les jeunes, les effets que ça peut
être positive. Les conséquences, en fait. Ça peut être positif, négatif. Dans quoi ça peut aider, dans quoi ça peut pas être aidé. Et après ça, j'aurais une autre question pour vous. Moi, j'ai joué, j'ai joué à l'Impact de Montréal aussi, quelques années. Mais moi, à l'époque où je jouais, les réseaux sociaux n'étaient pas encore là. Ouais, Il y avait ça. Facebook seulement, mais ce n'était pas quelque chose qu'on utilisait vraiment. C'était au début. C'était au début, exactement. Donc, il n'y avait pas vraiment ça. Il n'y avait pas de réseaux sociaux où, après un match, tu prenais des photos ou des stories ou des choses comme ça. Mais dans nos jours. De nos jours, en fait, mon opinion, c'est que c'est- je- les réseaux sociaux, c'est un outil. Comme n'importe quel outil. On peut l'utiliser d'une bonne manière, on peut l'utiliser d'une mauvaise manière. Je trouve personnellement que ça a beaucoup nuit, la présence des réseaux sociaux à beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de joueurs si on parle juste au niveau du foot, beaucoup de joueurs vont beaucoup se comparer. Ils vont être plus focalisés sur les réseaux sociaux plutôt que sur leur performance et sur leur progression. Le seul avantage aux réseaux sociaux, je trouve, c'est plus au niveau de la promotion. Ouais, Aujourd'hui, un joueur exactement. qui est très bon sur les réseaux sociaux, il peut avoir une belle promotion, une belle image, attirer des sponsors ou des choses comme ça. Mais tout le reste, je pense qu'il y a beaucoup de distractions et en fait, chacun l'utilise. Chacun va décider comment il va l'utiliser, ça c'est sûr. Ouais. Mais je trouve qu'en majorité, ça crée beaucoup de pression sur les joueurs et même dans la société en général, ça crée beaucoup de pression sur les gens. Et beaucoup de personnes accordent trop d'importance à ça, à leur image digitale si on veut. Ils ne se focalisent pas assez sur comment eux ils se sentent réellement à l'intérieur d'eux. Et c'est ça qui peut compliquer des fois les choses. Maintenant, si on vous demande maintenant sur les stars du foot, comme je prends l'exemple de Ronaldo, Messi, Mbappé, puis eux tous, c'est quoi leur influence par exemple quand ils mettent une story, supposons Ronaldo en train de s'entraîner avec son équipe, ok? Les jeunes ils commencent à dire oh moi je veux être comme lui. Là les jeunes ils disent ça, mais est-ce qu'ils commencent vraiment, ils veulent devenir comme lui? Est-ce que, genre c'est quoi l'effet que quand un joueur professionnel met en story ou en post, qu'est-ce qu'il fait lors de sa routine? Qu'est-ce que ça peut faire comme effet sur les jeunes? Est-ce que les jeunes, ils aiment ça? Ça leur aide dans leur parcours? Ben, les jeunes, moi je suis jeune, mais évidemment j'étais plus jeune, j'ai eu ton âge. Et c'est sûr qu'on est tous impressionnés par des athlètes qu'on aime ou des joueurs qu'on va suivre de foot. Donc peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont avoir une influence sur nous. Les athlètes en général, ils vont faire ce qu'ils veulent faire, soit la promotion de leurs produits ou soit promouvoir l'entraînement comme Ronaldo. Il fait beaucoup de promotion de son style de vie, de l'entraînement, être sérieux, être discipliné. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup de ce qu'il fait avec les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, il y a beaucoup de joueurs qui vont plus promouvoir leur style de vie. Ils vont se montrer en photo avec des vêtements, des voitures, des choses comme ça. Et c'est sûr que les jeunes, ils vont aimer ça, ils vont être impressionnés par ça. Et ils vont sûrement vouloir répéter ça et dupliquer la même chose. Mais après, je pense que quelqu'un qui est sérieux, un jeune qui est sérieux, qui a vraiment, exemple, comme objectif de devenir joueur de foot professionnel, rapidement, tu peux déterminer à quel point il est sérieux, il est discipliné en regardant les joueurs qu'il apprécie, en voyant les types de photos qu'il va liker, par exemple, ou le profil de joueur qu'il va suivre. Parce qu'il y a des joueurs qui sont extrêmement divertissants, par exemple, où ils vont beaucoup faire la promotion de leur style de vie et tout ça. Et quand quelqu'un quand quelqu'un tend à aimer ce genre de contenu-là, on peut déduire que c'est un jeune qui va être un peu plus... comment je pourrais dire ça? Il va être un peu moins discipliné parce qu'il va suivre certaines choses qui ne vont pas l'aider à progresser dans le foot. Exactement. Et le foot ne ment pas. Une des choses que j'aime bien dans le sport, c'est que ça ne ment pas. L'effort que tu vas mettre, tu vas être récompensé. Si tu fais semblant de faire des efforts, tu ne vas pas être récompensé. Parce que les efforts que tu fais, c'est pour toi, c'est pas pour... Exactement, et ça c'est dans tous les sports et dans toutes les disciplines. Dans la vie. Dans la vie en général, tu peux faire semblant de faire des efforts, tu peux faire semblant de travailler fort, tu peux faire semblant de t'entraîner, mais tu ne seras pas récompensé.
Par contre, tu peux tu peux vraiment t'entraîner sérieusement et en même temps promouvoir ça. Là, tu es dans le vrai. Mais le problème, c'est pas les réseaux sociaux. Le problème, c'est concrètement, qu'est-ce que tu fais avec... qu'est-ce que tu fais en fait pour accomplir, on va dire, ton rêve de devenir joueur de soccer professionnel ou de basket ou peu importe. Et c'est plus ça euh, c'est plus ça qui m'inquiète quand je regarde certains jeunes donner trop d'importance aux réseaux sociaux. Et il n'y a pas de problème avec les réseaux sociaux, évidemment. La seule chose, c'est que la base de ce qui doit être fait doit être faite. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. En fait, si on parle un peu de votre prime, prime où vous avez le mieux joué dans votre carrière, c'était dans quelle équipe? À l'Impact de Montréal, probablement. Et vous étiez bien payé? Ouais, je travaille uniquement, c'était mon seul travail, donc... Cool. Ouais. Et maintenant, si on compare le salaire de ce que avant les joueurs gagnaient, par exemple, quand Puskás jouait, par exemple, et quand maintenant les jeunes jouent, les joueurs de foot, je veux dire, professionnels. Si on peut voir Lamine Yamal, à 17 ans, gagner 3 millions par année. Ok. Par contre, avant, à 17 ans, tu pouvais même pas être sur un terrain. C'est quoi votre opinion sur maintenant des joueurs autant jeunes, gagner autant d'argent, être si forts? Mon opinion, c'est que c'est normal un peu, parce que ils sont payés par rapport à ce qu'ils génèrent comme revenus. On leur donne pas juste 3 millions comme ça. Si on lui donne 3 millions, c'est qu'il génère beaucoup plus que ça. Il mérite? Ouais, c'est mérité. Je trouve que c'est mérité. Par contre, la seule chose qui manque aujourd'hui, je pense, c'est l'aide. L'aide dans la gestion de tout cet argent-là ou dans la gestion de tout ce statut-là. C'est ça qui est un peu plus difficile pour beaucoup de joueurs. Parce que comme tu as dit, quand tu as 17 ans, tu finis ton secondaire 5 par exemple et que tu vas jouer l'Euro, c'est compliqué de gérer tout ça. D'avoir un statut de joueur international, star, superstar de ton équipe et gagner autant d'argent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont préparés à ça. Et c'est ça, je pense que c'est un peu ça qui manque au niveau de l'accompagnement parce qu'on a vu beaucoup de joueurs, une fois qu'ils signent un grand contrat, ils disparaissent parce que ça devient compliqué après de continuer à t'entraîner, de continuer à être sérieux parce que tu as assez d'argent pour arrêter tout de suite même. Donc c'est plus ça qui complique les choses. Mais non, au niveau du mérite, je trouve que peu importe ce qu'un joueur va gagner, il le mérite à 100%. Que ce soit Ronaldo, que ce soit... Peu importe, c'est très mérité parce que ça dépend, comme j'ai dit, des revenus que tu génères. Et normalement, tu devrais être récompensé par rapport aux revenus que tu génères. Et il y a des joueurs qui vont être payés beaucoup plus parce que les gens achètent des billets dans les stades pour aller les voir. Exactement. Donc c'est normal qu'ils soient récompensés. Et c'est tout à fait normal. Cool. Si je vous demande une question... Quand vous étiez en train de jouer, ou non, parlons un peu plus jeune, c'était quoi l'équipe que vous aimeriez? Genre votre meilleure équipe. Et pourquoi? C'était qui les joueurs à l'intérieur? Mon équipe préférée, c'était le Barça. C'était le Barça depuis que Ronaldo, le phénoménal, y a joué. Et après, il y avait Rivaldo qui a joué avec le Barça aussi. Mais depuis cette époque, cette période-là que j'aime le Barça. Et évidemment, après, il y a eu Messi, il y a eu Eto'o, et Ronaldinho. Exactement. Donc après, ça a été mon équipe. L'influence que quand vous étiez jeune, vous aimiez Ronaldinho, c'est sûr. Si vous avez dit, vous aimez le Barça. Ouais. Et le fait que quand vous avez grandi, vous avez joué contre lui, c'était quoi votre impression? C'est spécial. C'est sûr que c'est spécial. C'était particulier comme souvenir. Et ça montre à quel point quand on a vraiment un objectif en tête et qu'on travaille pour, il y a des choses particulières qui peuvent arriver dans la vie. Et c'est juste ça. À ce moment-là, j'ai réalisé que vraiment, on pouvait réaliser n'importe quel rêve qu'on a. Tant qu'on continue à travailler pour l'accomplir et qu'on est sérieux, on est discipliné, on fait les choses qu'il faut. Et la même chose avec Thierry Henry. Quand j'étais plus jeune, c'était mon attaquant préféré. C'était un des attaquants que j'aimais beaucoup, Thierry Henry. Et j'ai eu la chance de jouer contre lui aussi. Et Didier Drogba aussi, c'était un attaquant que j'aimais beaucoup. Et quand il est venu à Montréal, on s'est, on va dire, liés d'amitié aussi. Et ça a été des situations qui m'ont... c'est ça qui m'ont fait réaliser que, comme j'ai dit, des fois, quand tu as un truc dans ta tête et que tu es focalisé là-dessus et tu travailles fort pour, la vie fait en sorte que tu vives ces moments-là et ça te donne encore plus de motivation pour continuer. Ouais, exactement. Maintenant, en 2024, quel est votre message pour les jeunes de nos jours, pour les encourager
dans tout dans la vie. Mon message, c'est de prendre un thème, que ce soit le sport, le foot, le basket, la médecine, peu importe l'entrepreneuriat, si vous voulez être homme d'affaires, si vous voulez être... Peu importe le sujet. On est tous différents, donc normalement, chacun a des objectifs différents, des rêves différents. Peu importe ce que vous allez prendre, c'est de respecter ce que vous voulez faire. Si tu veux être joueur de foot professionnel, respecte ce rêve-là. Et respecter ce rêve-là veut dire de faire le maximum pour l'accomplir. Se concentrer. Se concentrer. Essayer de chercher comment ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, par quel chemin ils sont passés, quels sacrifices ils ont fait. Et aujourd'hui encore, c'est plus facile parce qu'on a accès justement aux réseaux sociaux. Donc, si moi j'ai 15 ans, 16 ans, 17 ans et je veux être joueur de foot, déjà, il faut que je sois en train de jouer. Mais je peux écrire à n'importe quelle personne. Par exemple, je peux écrire à un joueur que je sais qu'il a joué professionnellement. Je peux lui écrire sur Instagram. Mon rêve, c'est ça. J'aimerais voir est-ce qu'on pourrait peut-être se parler, prendre un café. J'ai beaucoup de questions. J'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer. Et je pense que si tu écris à 5, 6, 7, 10 personnes qui ont été pros, les 10 ne vont pas te refuser. Cool. Et ça s'applique à d'autres sujets aussi. C'est sûr que si tu vas écrire à Ronaldo, il ne va peut-être pas te répondre. Mais localement, s'il y a des joueurs professionnels dans ta ville, tu peux faire quelques petites recherches pour voir qui pourrait t'aider. Ou des fois, il y a beaucoup de coachs des fois qui vont aimer amener certains conseils aussi aux jeunes. Et c'est ça, prends les conseils de quelqu'un qui est crédible à tes yeux surtout. Ça, c'est important. Il faut que ce soit quelqu'un de crédible. Et c'est ça, après, tu peux appliquer ce qu'il t'a donné comme conseil. Très cool. En fait, une dernière question avant qu'on parle un peu de ce que je vais parler dans mon prochain podcast. Pourquoi, selon vous, le foot, le soccer, le football, c'est quelque chose que les jeunes apprécient beaucoup? Pourquoi, après d'un sondage fait international dans beaucoup de pays, on a trouvé que le foot, c'est le sport le plus pratiqué par les jeunes? Et pourquoi, selon vous, c'est quelque chose qu'ils... Même moi, j'adore le foot. Plusieurs choses. La première, c'est que c'est un sport qui ne coûte pas cher. Ouais, l'accessibilité. L'accessibilité, on a besoin juste d'un ballon et on peut être 22 personnes à jouer au foot avec un seul ballon. Donc l'accessibilité, c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est les émotions que ça nous a procurées. Quelqu'un qui a regardé un match de Coupe du Monde ou de l'Euro ou de la Ligue des Champions, dépendamment de son pays ou dépendamment de ses origines ou de l'équipe qu'il supporte, il va vivre des émotions. Et ces émotions-là nous marquent et on veut reproduire ces émotions-là. On veut nous créer nos propres émotions sur le terrain aussi. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un sport qui réunit beaucoup de personnes et que c'est le sport le plus pratiqué au monde et ça va continuer à l'être parce que l'accessibilité, on peut être dans des favelas au Brésil, dans des quartiers extrêmement pauvres en Afrique et on va trouver des gens qui jouent au foot avec des sachets des sacs en plastique mis ensemble, avec toutes sortes de choses, mais juste pour jouer au foot. Donc c'est ça qui fait en sorte que c'est un sport qui est aussi accessible. Et les émotions, comme j'ai dit, je pense que quand on vit des émotions avec un certain sport, il y a un attachement qu'on a. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas de passion pour le foot. Ils ont regardé la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, et de là, ils ont développé cette passion-là. Et depuis... donc, il y a des périodes. Il y a des Coupes du Monde, il y a des Euros, il y a des Ligues des Champions qui ont ramené encore plus de personnes qui n'étaient pas fans de foot. Et c'est ça, le sport continue de grandir, surtout avec l'influence des joueurs comme Messi, comme Ronaldo. C'est les athlètes les plus suivis au monde et ils donnent beaucoup de visibilité aussi au sport. Pour vous, est-ce qu'il y a un meilleur de l'autre? Entre les deux? Oui. Moi, je ne suis pas d'avis pour trancher. J'aime les deux. Chacun est meilleur que l'autre dans quelque chose. Ouais, pour moi, les deux sont incroyables. J'aime pas minimiser ce que ce que, on va dire, Ronaldo va faire ou Messi. Les deux sont incroyables et je préfère respecter les deux dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont fait. J'aime pas vraiment les mettre en concurrence ou dans un débat. Lui, il est pas bon, lui, il a pas gagné ici. Je pense pas que c'est productif. Surtout ces deux-là, ils sont les deux, ils sont particuliers. Donc, faut, je pense, juste respecter ce qu'ils ont donné au foot. Et on a été chanceux d'avoir vu ça parce que il n'y a jamais eu une rivalité aussi grande que ces deux-là. Cool.
Donc, juste avant de finir, on va parler un peu de notre prochain épisode qui est dans 2 semaines. Vu que la Ligue des Champions s'avance pas mal vite, quand mon prochain podcast viendra, la Ligue des Champions, on sera les Round of 16. Mhm. Donc, on va plus parler de quelques petites prédictions avec mon invité. Et là, on va plus aborder plus de prédictions sur le gagnant et peut-être partir un peu plus loin, mais jusqu'à date, qui est le joueur qui performe le mieux. Mhm. Parce qu'on serait vraiment rendu à une grande partie de la Ligue des Champions. Mhm. Donc, voilà tout pour mon podcast. Merci beaucoup d'être venu. Écoutez notre podcast et revenez nous voir. Même heure, même endroit, à la Maison des Jeunes. Merci. Merci beaucoup. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Quartier-Ville.